Jeudi 4 avril 1968, il est 18h01. Un homme vient de tomber sur le balcon d'un motel à Memphis, dans le Tennessee. Il vient de recevoir une balle dans la gorge. Il est mort. Cet homme, c'est Martin Luther King. Il n'avait que 39 ans. 39 ans et déjà une vie entrée dans l'histoire. Pasteur baptiste, militant non violent, Martin Luther King est devenu en quelques années la voix des Afro-Américains aux États-Unis, où être noir, c'est vivre séparé, humilié, exclu. Martin Luther King est né le 15 janvier 1929. C'est à Atlanta, la capitale de la Géorgie. À 6 ans déjà, le petit Martin comprend. 2 camarades blancs lui disent qu'ils ne peuvent plus jouer avec lui. Sa mère lui explique. Il découvre le racisme. En 1974, elle sera assassinée dans son église. Luther King mesure vite que ce racisme est partout. Dans les autobus où les Noirs doivent céder leur place, dans les écoles, dans les restaurants, dans les urnes aussi. Dans certains États du Sud, à peine 1% des Noirs sont inscrits pour voter. En 1955, une femme refuse de céder sa place dans un autobus à Montgomery. C'est la capitale de l'Alabama. Cette femme, elle s'appelle Rosa Parks. Martin Luther King prend la tête de la campagne de boycott de Montgomery. Pendant plus d'1 an, 382 jours exactement, les Noirs refusent de prendre les bus. Ils marchent, ils s'organisent, ils tiennent bon. Une bombe incendiaire est jetée sur la maison de Martin Luther King, mais lui et les siens ne sont pas blessés. Bien au contraire, Martin Luther King est arrêté. Il est en effet accusé de violation d'une loi de l'Alabama contre les boycotts, mais il échappe à la prison. Martin Luther King sera arrêté à 28 autres reprises. Et finalement, la Cour suprême tranche la ségrégation dans les transports et déclarée illégale. C'est le début. Martin Luther King fonde un mouvement. Il organise des marches, des sit-ins, des campagnes non violentes. À Birmingham, toujours en Alabama, les images choquent le monde. Des enfants, des manifestants pacifiques, attaqués par des chiens policiers, par des lances à incendie. Les États-Unis regardent, et les États-Unis commencent à changer. En août 1963, à Washington, devant plus de 250 000 personnes, Martin Luther King prononce ces mots devenus immortels. « I have a dream », j'ai un rêve. Mais juste avant lui, un autre homme prend la parole. C'est un rabbin. Il s'appelle Joachim Prinz. Il était rabbin à Berlin. Il a échappé de peu à la déportation. Les mots du rabbin Prinz résonnent comme un avertissement. Le plus grand problème, ce n'est pas la haine, c'est le silence. Le silence face à l'injustice. Quelques minutes plus tard, Martin Luther King reprend cette exigence morale. Il déclare « J'ai un rêve » et il explique « Je rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. » Ce rêve devient peu à peu une réalité politique. En 1964, le président Lyndon Johnson fait adopter le Civil Rights Act. Cette loi interdit la ségrégation dans les lieux publics et les discriminations à l'embauche. 1 an plus tard, en 1965, le Voting Rights Act garantit enfin le droit de vote des Afro-Américains. 2 lois, 2 victoires majeures, 2 tournants dans l'histoire des États-Unis. Et au cœur de ce combat, une méthode, la non-violence. Martin Luther King s'inspire de Gandhi. Il refuse la haine, il refuse la vengeance, il croit en la justice. En 1964, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Il a 35 ans. Il est alors le plus jeune lauréat de l'histoire. Mais il n'est pas seul. À ses côtés, il y a des militants noirs, bien sûr, mais aussi des alliés venus d'ailleurs, et notamment de très nombreux juifs américains. Cette alliance n'est pas théorique, elle est profonde. Des étudiants,
des avocats, des rabbins marchent avec lui et ils sont quelquefois arrêtés avec Martin Luther King. En 1964, dans le Mississippi, 3 militants des droits civiques sont assassinés. 2 d'entre eux sont juifs. Parmi toutes ces figures juives, un homme incarne ce lien. C'est le rabbin Yoshua Heschel. Le rabbin Heschel, c'est une grande voix spirituelle du XXe siècle. Il est né à Varsovie et il a fui le nazisme à temps. Il refuse. Il refuse de rester spectateur. Avec Martin Luther King, il marche. Il marche notamment pour le droit de vote des Noirs. Un jour, le rabbin Heschel aura cette phrase. Quand je marchais à ses côtés, j'avais l'impression que mes jambes priaient. Entre les 2 hommes, il y a une amitié profonde, une estime mutuelle. Martin Luther King devait d'ailleurs célébrer le Seder de Pessah chez lui. Ce devait être le 12 avril 1968, qui tombait en même temps que Shabbat. Mais le prix Nobel de la paix sera assassiné quelques jours avant. Car Martin Luther King ne combat seulement pas le racisme anti-noir, il combat toutes les formes de haine. Luther King dénonce clairement l'antisémitisme. Il refuse qu'on le masque sous d'autres mots, sous d'autres idéologies. Et sur la question d'Israël, sa position est claire. Il soutient le droit à l'existence de l'État d'Israël. Il y voit une démocratie, un refuge, une réponse à l'histoire tragique du peuple juif après la Shoah. Il appelle à la paix, bien sûr, mais une paix fondée sur la sécurité et la reconnaissance. La paix pour Israël signifie la sécurité, dira-t-il. Martin Luther King avait un projet de se rendre en Terre Sainte. Jusqu'au bout, Martin Luther King cherchera à construire des ponts entre Noirs et Juifs, entre communautés, entre peuples. Le 4 avril 1968, à Memphis, Martin Luther King vient soutenir des éboueurs en grève. Les Noirs sont payés moins que les Blancs. Ils sont traités avec mépris. La veille de sa mort, Martin Luther King, qui se sait menacé, prononce un discours bouleversant. Il parle de la terre promise. Il dit qu'il a vu, même s'il ne va pas y entrer, comme Moshe, comme Moïse. Le lendemain, il est assassiné. Martin Luther King avait 39 ans. Mais en 39 ans, Martin Luther King aura changé le monde et l'Amérique. Et au-delà, il aura laissé au monde une leçon universelle, que le courage peut être non violent, que la justice peut être fraternelle et que les combats les plus justes sont souvent ceux que l'on mène ensemble.